Bonjour. Alors dans cette nouvelle vidéo Smart and Skilled, nous allons introduire le pare-feu Cisco ASA. Passons au plan. Alors tout d'abord, nous allons voir l'évolution des pare-feux Cisco. Ensuite, nous allons énumérer les domaines d'application des pare-feux ASA. Et enfin, nous allons voir les stratégies de défense introduites par ce genre de pare-feu. Alors passons au premier volet de cette vidéo, à savoir l'évolution des pare-feux Cisco. Bien avant 2005, Cisco introduisait le pare-feu PIX, Private Internet Exchange, conçu comme l'équivalent fonctionnel d'un PBX-IP. En fait, le PBX-IP, c'est l'ancêtre des pare-feux, malgré qu'il n'a pas le même but, il n'est pas conçu pour les mêmes fins, puisque à l'époque, il n'y a pas encore donc la technologie NAT ou Network Access Translation qui permet de traduire des adresses IP privées en adresses donc publiques. Ensuite, vient le Adaptive Security Appliance, qui est le ASA, qui va précéder le PIX. C'est un pare-feu aussi, un pare-feu réseau, qui est introduit par Cisco en 2005. Il remplace le Cisco PIX. ASA continue d'utiliser le système d'exploitation de base PIX, appelé FINES, Fast Ethernet Service Inclusive, mais lorsque le logiciel ASA est passé de la version majeure 7.x à 8.x, il est passé de la plateforme du système d'exploitation de FINES PIX-OS à la plateforme Linux. ASA intègre également les fonctionnalités du système de prévention d'intrusion ou encore IPS à travers son module Cisco IPS 4200. Il offre aussi un mécanisme de connexion sécurisé à travers des tunnels donc IPsec à travers donc le module Cisco 3000 VPN, c'est-à-dire Virtual Private Network. Sur le plan hardware, le ASA continue à utiliser, comme le PIX d'ailleurs, l'architecture Intel x86. Passons au domaine d'application des pare-feux ASA. Donc les pare-feux Cisco ASA protègent contre trois catégories de cyberattaques, à savoir les attaques de reconnaissance. C'est un type d'attaque dans le cadre duquel un intrus donc il pénètre au niveau du système pour recueillir des informations sur les vulnérabilités. Les attaques de reconnaissance prennent plusieurs formes telles que les trojans, le phishing, c'est le fait de présenter des faux sites web, les courriers indésirables, l'ingénierie de réseaux sociaux, c'est-à-dire tout ce qui est en relation avec des attaques sur Facebook, sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Il y a les liens hypertextes malveillants aussi, et encore donc les applications d'antivirus gratuites. Ce sont des applications qui se montrent comme des solutions de protection, alors qu'ils ont tout à fait donc des fins contraires, c'est-à-dire ce sont des logiciels malicieux en réalité. Alors, outre que les attaques de reconnaissance, il y a les attaques d'accès. Ce type d'attaque vient souvent après avoir effectué une série d'attaques de reconnaissance, c'est-à-dire cumuler les données nécessaires pour mener l'attaque. Les types d'attaques d'accès sont souvent des attaques de mot de passe, c'est-à-dire des attaques au niveau confidentialité. Il y a aussi l'exploitation des niveaux de privilèges élevés, c'est-à-dire les niveaux dédiés aux administrateurs, de redirection du port. Il y a aussi l'attaque d'homme au milieu, le man in the middle aussi, ou le mirroring, qui permet de collecter des données ou encore d'affecter négativement la cohérence des données transférées d'un point de départ vers donc le point de destination donné. Voilà. Cisco ASA nous donc protège aussi contre les attaques DOS ou Denial of Service. En fait, c'est une attaque cyberattaque où l'auteur cherche à rendre une ressource réseau indisponible donc pour les utilisateurs en perturbant temporairement donc, ou indéfiniment les services d'un hôte connecté à Internet. Le déni de service est généralement accompli en inondant la ressource ciblée avec des demandes superflues, fictives, empêchant certaines ou toutes les demandes légitimes d'être remplies. Bien évidemment, nous pouvons voir ici une sous-catégorie de DOS, Denial of Service. Il s'agit de DDoS, Distributed Denial of Service. En fait, la différence entre DOS et DDoS, c'est que ce genre d'attaque DDoS est mené par une seule personne, qui est l'auteur d'attaque. Cependant, pour le cas du DOS, Denial of Service, c'est l'attaque est lancée par plusieurs personnes qui se mettent d'accord à lancer donc une demande de connexion à un instant T0 vers une cible ou donc un serveur victime. Pour le cas de DDoS, ça diffère un peu. Là, le meneur d'attaque,
il essaie d'installer des logiciels malicieux ou au niveau des PC à l'insu des utilisateurs. Ces PC se transforment en zombies. Donc zombie, c'est le mot qui est utilisé dans ce jargon des DOS. Alors ces zombies, ils sont sous l'ordre d'un contrôleur, un contrôleur qui est donc sous le contrôle du meneur d'attaque. Une fois le meneur d'attaque décide donc d'attaquer une cible bien déterminée, il pointe tous ces zombies vers sa victime et puis donc il lance les demandes de connexion pour mettre hors service ce serveur-là ou cette victime-là. Et bien évidemment, cette victime demeure incapable de servir les demandes légitimes. Voilà. Les pare-feux Cisco ASA offrent des fonctionnalités pour se protéger contre ces attaques. Donc, on va énumérer les fonctionnalités offertes par les pare-feux ASA pour se protéger contre les attaques de reconnaissance, les attaques d'intrusion ou encore d'accès, et les attaques, bien évidemment, des DOS ou Denial of Service. La première fonctionnalité, il s'agit donc de la permission et déni du trafic réseau, c'est-à-dire le contrôle du trafic entrant et sortant au réseau. Donc, dans ce cas, la permission et le déni sont concrètement mises en œuvre à travers l'application des listes de contrôle d'accès ou les ACL. Donc, certainement, il y a parmi vous des gens qui connaissent déjà les ACL et leur donc rôle pour imposer des règles bien déterminées pour contrôler, bien évidemment, les activités au niveau du réseau. Il est possible aussi d'appliquer des règles au trafic non IP via l'application des listes d'accès de type EtherType. Là où donc des trafics qui ne se basent pas sur l'adressage IP, bien évidemment, peuvent être filtrés à travers ce genre particulier d'ACL. On pourra d'ailleurs consulter le site web Cisco. Là, on pourra donc voir des exemples de configuration d'EtherType ainsi que des informations précises et riches concernant ce genre d'accès, de liste de contrôle d'accès, pardon. La deuxième fonctionnalité offerte par les pare-feux ASA, donc il s'agit de l'application de NAT ou Network Access Translation. Bien évidemment, étant donné la non-routabilité des adresses IP privées, puisqu'elles ne sont pas routables, donc le rôle de NAT est de rendre possible un tel accès via une traduction des adresses IP utilisées au niveau réseau local en adresse IP publique. Les pare-feux donc ASA permettent aussi de protéger contre les attaques à base de fragmentation IP. Alors de quoi il s'agit? En fait, les fragmentations IP, c'est un genre d'attaque où les paquets IP sont divisés sur plusieurs donc fragments et puis transférés via le réseau. Une fois il arrive au niveau du réseau de destination, il se regroupe à nouveau pour mener une attaque. Bien évidemment, les pare-feux ASA permettent de protéger contre ce genre d'attaque. Il est possible aussi de consulter la page web du site officiel Cisco pour avoir d'amples informations concernant ce genre d'attaque, à savoir donc l'attaque à base de fragmentation IP et comment configurer les pare-feux ASA pour donc se protéger contre ce genre d'attaque. Les pare-feux Cisco ASA permettent aussi l'utilisation du protocole 3A pour établir des mécanismes d'authentification. On sait tous que le protocole 3A est déjà très connu et adopté par plusieurs plateformes telles que Microsoft, Cisco, Juniper et ainsi de suite. Alors à quoi il consiste? Il consiste à régler les procédures d'authentification et d'autorisation au niveau du réseau. Donc, pour contrôler les connexions à distance, les connexions du genre VPN, les connexions sans fil et ainsi de suite. Donc, on utilise des implémentations telles que des serveurs Radius, des serveurs Tatax+, des serveurs Diameter, qui sont des applications ou des implémentations directes de ce protocole 3A. Donc, voilà, donc les pare-feux ASA intègrent ce genre de mécanisme pour assurer l'authentification et l'autorisation, bien évidemment. Il y a aussi le traitement des flux web, HTTP, HTTPS et FTP. On parle ici au niveau de couche OSI, c'est-à-dire couche application, là où les listes de contrôle d'accès ACL montrent leurs limites, parce que se basent sur des paramètres tels que les adresses IP et les ports seulement.
Ils ne peuvent pas aller au-delà et filtrer sur la base des applications, par exemple, utilisées. Pour cela, le pare-feu ASA, donc dédie un serveur proxy spécial. Il est baptisé Cisco Web Security Appliance, qui est dédié pour le contrôle plus raffiné des flux web. Il y a aussi donc la protection ou encore l'inspection des applications. C'est un cas particulier où les paquets intègrent des informations d'adressage IP dans leur paquet de données. Là, le Cisco ASA offre donc des inspections d'applications sur plusieurs niveaux. On pourra donc voir les niveaux d'inspection de Cisco ASA. Là, bien évidemment, il permet une analyse beaucoup plus donc profonde à l'égard de ces paquets-là, puisqu'il intègre des informations concernant donc l'adressage IP, ce qui est donc censé d'être un peu sensible. Là, pour les domaines concernés par l'inspection d'applications, on peut citer ici donc le DNS. On peut faire des inspections DNS à base de DNS bien évidemment, à base de FTP, il y a plusieurs bases d'inspection ICMP, IPsec, ainsi de suite, Radius, point-to-point. Tous ces domaines-là peuvent être donc inspectés. Ce sont des domaines d'application bien évidemment. Ils peuvent être inspectés par les pare-feux ASA. Les pare-feux ASA aussi donc assurent l'ordonnancement des priorités des trafics sur la base de leur nature, bien évidemment. Et là, on parle d'établissement des politiques quality of service. Donc certains trafics réseau, tels que les trafics relatifs à la transmission audiovisuelle, ne peuvent tolérer de longtemps de latence. C'est pour cela que le pare-feu ASA essaie de mettre un peu d'ordre et de donner des priorités pour ce genre particulier de transmission. Les pare-feux ASA aussi appliquent des limites sur les connexions TCP et UDP pour se protéger contre des attaques telles que les attaques deny of service. Là, on met des seuils sur le nombre d'applications, par exemple, qui donc demandent ou lancent des requêtes sur les serveurs pour se protéger contre des attaques de type TCP SYN flood, par exemple, en empêchant toute forme de connexion embryonnaire, qui sont des demandes de connexion qui n'ont pas terminé la procédure de handshake nécessaire. Là, il s'agit donc d'un type particulier de deny of service qui a comme but d'empêcher donc un serveur bien évidemment à servir des requêtes légitimes via la consommation de la majorité ou la totalité de ces ressources dans des connexions à phase embryonnaire, c'est-à-dire des connexions incomplètes. Bien évidemment, les fins de ces connexions, c'est pas de se connecter, mais plutôt bien évidemment, d'utiliser les ressources ou le maximum des ressources au niveau d'un serveur pour l'empêcher bien évidemment, de fournir les services à l'égard des autres connexions légitimes et saines. Les pare-feux Cisco ASA permettent aussi donc la détection d'attaques d'intrusion en temps réel. En général, cette fonction est accomplie par des unités à part qui s'appellent IDS ou Intrusion Detection System, dont on peut citer des exemples tels que les solutions à base de Snort, les solutions à base de Checkpoint et ainsi de suite. Néanmoins, donc cette fonctionnalité est aussi donc intégrée au niveau du pare-feu ASA et elle est fournie au niveau du pare-feu ASA. Et bien évidemment, ce pare-feu, bien évidemment, dans ce cadre, le pare-feu maintient une base de données dynamique qui contient des statistiques qui servent à effectuer des analyses donc en temps réel pour se protéger contre ce genre d'attaques, c'est-à-dire les attaques d'intrusion. Les pare-feux ASA protègent aussi contre les attaques de type à base de botnet. Alors le filtre de trafic botnet vérifie les connexions entrantes et sortantes contre une base de données dynamique de nom, de domaine et d'adresse IP suspecte, puis enregistre toute activité douteuse. Les logiciels malveillants qui tiennent à des activités de réseau telles que l'envoi des données privées peuvent être détectés par le filtre du trafic botnet. Le pare-feu ASA aussi peut assurer des connexions VPN pour sécuriser, bien évidemment, bilatéralement une connexion entre deux sous-réseaux scindés. Donc, ASA fonctionne comme un point de terminaison de tunnel bidirectionnel à travers une connexion sécurisée. Elle s'appelle tunnel. On parle ici d'une connexion VPN sécurisée, un tunnel qui utilise bien évidemment le IPsec.
ASA utilise les protocoles de tunnel pour négocier des paramètres de sécurité, créer, gérer des tunnels. C'est tout à fait donc les fonctionnalités d'un serveur VPN. Donc, il encapsule les paquets, les transmet et les recevoir à travers le tunnel. Donc dans ce cas-là, le pare-feu joue un rôle parfait d'un serveur VPN. Alors nous passons aux stratégies de défense proposées par les pare-feux ASA. Donc, avant d'entamer les stratégies de défense, il faut noter que les pare-feux ASA fonctionnent selon deux modes, à savoir donc le mode routé ou routed. Au mode routé, le pare-feu ASA est considéré comme un saut de routeur dans le réseau. Il y a aussi le mode transparent, au niveau duquel donc le pare-feu ASA agit comme un pare-feu discret. Dans ce cas, le pare-feu ASA se connecte au même réseau au niveau de ses interfaces intérieures et extérieures, c'est-à-dire inside et outside. Un pare-feu transparent est aussi utilisé pour simplifier la configuration réseau et ne pas attirer l'attention aux auteurs d'attaque d'un pare-feu qui existe déjà au niveau du réseau. Voilà. Donc, comme une première stratégie, donc on va discuter un peu concernant les stratégies employées au niveau des réseaux pour bien employer les pare-feux ASA. Donc comme une première stratégie, il est possible de partitionner un pare-feu ASA en plusieurs périphériques virtuels. Il est possible de le faire. Donc et cela est fait dans un contexte appelé donc des contextes de sécurité. Chaque contexte est un dispositif indépendant avec donc sa propre politique de sécurité, ses interfaces, ses administrateurs. Il se comporte tout à fait comme un pare-feu indépendant, un pare-feu matériel, je veux dire. Donc, les contextes multiples sont similaires à ceux de plusieurs périphériques autonomes. Voilà. Donc, la configuration globale du système n'inclut aucune interface réseau ou paramètres pour elle-même. Plutôt, lorsque le système accède aux ressources du réseau, il utilise l'un des contextes désignés comme contexte administratif. Donc, il s'agit de plusieurs contextes. Il ne s'agit plus d'une seule unité, mais plusieurs unités, c'est-à-dire une unité réelle, physique, mais il s'agit de plusieurs unités virtuelles dans ce cas-là. Comme une deuxième stratégie, il est possible d'utiliser plusieurs pare-feux ASA ensemble comme une seule unité logique, souvent connue donc sous le nom de cluster. Un cluster fournit toute la commodité d'un seul périphérique de point de vue de gestion et d'intégration dans un réseau. Toute la configuration sera faite uniquement donc, sur une seule unité appelée unité maître. La configuration est ensuite répliquée aux autres unités esclaves. Bien évidemment, nous employons cette stratégie pour éviter la situation d'indisponibilité du service pare-feu. Alors, ce qu'on a vu au niveau de cette vidéo, c'est nous avons donc vu l'évolution des pare-feux Cisco. Ensuite, nous avons énuméré les domaines d'application des pare-feux donc ASA ainsi que les fonctionnalités fournies par ce genre de pare-feu. Et enfin, nous avons énuméré quelques stratégies de défense qu'on peut adopter pour mieux employer le service pare-feu au niveau des infrastructures réseau. Au revoir et à la prochaine vidéo Smart and Skilled.